bonsoir à toutes. Nous sommes ici ce soir pour présenter un collectif qui s'appelle Initiative citoyenne, qui existe depuis de nombreuses années. Et donc, 12 ans. combien de temps? 12 ans. 12 Au ans. moins. Muriel, je peux peut-être te demander si tu veux bien te présenter en quelques mots et présenter Initiative citoyenne et peut-être son histoire. Donc, depuis 12 ans, vous avez commencé par quoi? En fait, on s'est rencontrés lors d'une conférence où il y avait Sylvie Simon. Je ne sais pas si Claire Sévrac, mais je sais que c'était Oui. Sophie avec Claire Sévrac. Et je pense que c'était Sophie qui avait déjà commencé à organiser des conférences à la Maison de la Culture de Namur. C'est bien ça, hein? Ouais. Et avec qui d'autre encore, Sophie? Il y avait Françoise Berthoud, Voilà. qui est pédiatre, il y avait Michel Georget, Oui. c'est ça, hein. Donc il y avait toute une série de personnes. Il y avait Jacques Lacaze que tu connaissais. Ouais. Une Et série puis, de il y a eu le grand scandale. On sentait déjà avec le H1N1 qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et on s'est retrouvés un peu comme des aimants, clac, clac, clac. On s'est retrouvés à 3 et on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. Et depuis, c'est parti. Comme ça. Donc, En depuis la période 2012, du H1N1. Depuis Ça fait 2009, en fait. C'était l'été 2009 et on sentait effectivement depuis avril qu'on nous parlait de la pandémie et puis ça montait crescendo. Et on voyait en fait le contexte de loi d'exception qui comporte quand même des similitudes avec ce qu'on vit maintenant, sauf que maintenant c'est bien pire. Et donc on a commencé en fait par une démarche où on a envoyé une lettre de 10 questions à Laurette Onkelings. Sur la vaccination qu'on nous présentait comme le seul salut. Il y avait ce contrat d'achat massif de vaccins, un vaccin avec un nouvel adjuvant encore jamais utilisé. Et donc, on a fait une première conférence de presse, je pense que c'était à Zaventem, en pas loin. Et donc, voilà, avec Maître Bautier, et on a fait part à la presse de ces questions. Et il y a eu quand même pas mal de monde au début qui s'intéressait à ça parce que c'était quand même un peu inédit et ça gênait Laurette. Je pense que vous pouvez peut-être commenter, je ne sais pas. Vous en moi, je n'étais rappelez? pas présente, donc moi, je vous ai rejoint beaucoup plus tard, donc je vais vous laisser décrire un petit peu. Mais simplement, si je peux rajouter, tout en appuyant finalement ce que et Sophie et Muriel racontent, moi je pense que ce qui a fait le déclic de notre collaboration, c'est effectivement cette loi d'exception qui allait être mise en œuvre sous prétexte d'une pandémie qui allait tous nous faire mourir. On avait peur de partout, les médias nous faisaient peur comme jamais, on n'avait jamais vécu ça non plus, c'était la première fois. C'est mieux maintenant, ils ont été jusqu'au bout de tout ce qui devait mettre en place pour nous faire peur, c'est dramatique. Mais je veux dire, à l'époque, il y a donc 12 ans d'ici, on a fait le siège des parlementaires de manière à leur demander des comptes par rapport à ce qu'ils allaient pouvoir voter. C'est important, un parlementaire qui vote une loi d'exception qui risque de mettre à mal, je dirais, de punir les gens qui réfléchissent et qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont mis en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ont fait mieux aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Heureusement, quelques parlementaires ont réfléchi quand même un petit peu. D'abord, ils nous ont entendus, ils nous ont reçus. Aujourd'hui, la loi pandémie, elle est votée sans qu'il n'y ait eu débat, sans que nous n'ayons pu être reçus par personne. Puisqu'aujourd'hui, on met un masque, on ne peut plus se déplacer à la limite et il faut faire des tests pour pouvoir rencontrer les gens. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une situation beaucoup plus abracadabrante qu'à l'époque. Mais alors, Catherine Font nous avait dit Elle ne la voterait pas. non, je suis contre cette loi d'exception, ça n'a pas lieu d'être, mais elle l'a quand même votée. Donc, en fait, ils avaient voté cette loi d'exception, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté un amendement disant qu'en aucun cas la vaccination ne pourrait devenir obligatoire parce que justement, on les avait mis sous une certaine pression avec le référé, notre action qui demandait la suspension de la vaccination tant que les gens n'étaient pas informés du caractère expérimental. Donc, ils ont ajouté un amendement à la loi, mais ils l'ont quand même voté. Mais évidemment, elle n'avait pas les conséquences. C'est possible. Mais
C'est vrai qu'il y a eu tellement de détails dans cette affaire, et puis surtout maintenant qu'il y en a tous les jours, on a des nouvelles informations que ça devient difficile de suivre. Hein. Ouais. Ils avaient parlé aussi d'une obligation vaccinale à l'époque, alors, par rapport à Oui, la... oui, Ah, Oui, ben oui. oui. Et il y avait Oui. même des cercueils oui. préparés à l'avance et tout, qu'on allait tous mourir. Je vois encore Bachelot, on va tous mourir. Mais il Oui, faut vraiment revoir le film qu'on avait fait à l'époque ouais. où on pouvait. H1N1 ou le réveil salutaire du citoyen. Oui. C'est incroyable, quoi. Ouais. C'est rebelote 12 ans plus tard, mais d'une façon excessive, où ils ont vraiment bien mis le paquet. Bravo pour faire peur à la population. Ça a été une mise en place réussie. Il n'y a rien à faire, c'est réussi. Non, moi j'ai envie de dire, c'est tellement énorme les vidéos qu'on s'échange à gauche et à droite, c'est des vérités. Il y a encore tout récemment une certaine Ingrid, parce que je ne garde que les prénoms, parce que sinon, bon, j'imagine que vous voyez de qui je parle, hein, Ingrid, en Suisse, qui a fait une Ingrid ou Astrid. Astrid Astrid, pardon. Stuckelberg. Voilà. Oui, oui. Donc, j'ai envie de dire qu'on arrive un petit peu comme ce que j'ai vécu hier soir. C'était génial parce que c'était une émission avec plein de personnes très, très investies. Il y avait, bon, Barmé Kéros, il y avait, bon, forcément Richard Boutry, Cécile Audry, Sandra Audrey. Boyd, enfin, une brochette, c'était vraiment génial. Mais j'ai envie de dire qu'on arrive à un stade où on n'arrête pas de s'envoyer. T'as vu la dernière info? En Australie, regarde ça. Il y a ceci, il y a ça. À un moment donné, j'ai envie de dire stop. Stop, c'est bien de s'envoyer des vidéos et les dernières infos, mais à un moment donné, il y a un monde parallèle qu'on doit absolument mettre en place. Mais vraiment, pour dire. Parce qu'à un moment donné, Frédéric Coharger, qui était là, a dit mais il faut arrêter de demander des permissions. Il faut vraiment, parce que tout est illégal et les gens ne le savent pas. Et je passe parfois des journées entières à dire aux gens, mais j'ai eu encore tantôt un papa qui a un petit garçon de 5 ans et qui me dit, voilà, il va aller à la visite médicale, je n'ose pas le dire, enfin, je n'ose pas le déposer, j'ai peur qu'on le pique. Mais je dis, mais tout ça est illégal. Reprends ta force de père parce que le corps de ton enfant n'appartient pas à l'État. Tout ce qui se passe est illégal et tu as le droit, et fais-le, d'aller le jour où il y a la visite médicale, d'être à côté de lui, dans la pièce. Tu as entièrement le droit. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte que tout ce qui se passe est illégal. Maintenant, ce qu'il y a, moi tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une maman dont la fille est en 7e année, donc elle a 18 ans, elle suit une formation, et pour pouvoir aller en stage, on lui impose la vaccination. Et donc là, ils sont confrontés à une situation où ce sont des étudiants qui ont besoin, enfin, qui doivent prouver leurs compétences, et on les met vraiment en porte-à-faux, alors que cette vaccination, ce n'est pas encore voté, elle n'est pas encore Non. obligatoire. Pourtant, Et ils jouent déjà avec ça. Oui, mais là, je rejoins ce que disait Muriel, effectivement, c'est très important. Il y a une méconnaissance par la population de ces droits. Et ça, c'est vrai que ça affaiblit considérablement les personnes qui, de ce fait-là, vont avoir une protestation qui ne porte pas autant, alors que il y a effectivement la loi sur les droits du patient du 22 août 2002. On en a beaucoup parlé. Il y a quand même cette notion de consentement libre et éclairé qui doit être de mise pour tous les actes médicaux. Donc, la vaccination, il n'est pas indiqué une exception dans la loi par rapport à la vaccination. Donc, là, il faut que les gens aillent lire notamment l'article 8, alinéa 2, et c'est quand même un article qui dit ce que le médecin doit dire aux patients pour qu'on puisse parler de consentement libre et éclairé. Ça veut quand même dire une information suffisamment détaillée et complète sur les limitations, les échecs de la procédure, donc du vaccin ou du médicament. Nous, on a constaté sur le terrain que les médecins ne disent pas ça. Ils vont dire aux gens, vaccinez-vous, vous allez éviter la mort ou l'hospitalisation. Ils ne vont pas dire que les vaccins ne sont pas du tout efficaces ou très peu sur les variants. Ils ne vont pas dire qu'on peut encore contracter la maladie en étant vacciné et la transmettre et même finir à l'hôpital et même en mourir. Donc, tout ça n'est pas dit. Sur les risques, il faut parler de leur gravité, de la fréquence, du timing de survenue, parce qu'il n'y a pas que les effets secondaires à court terme. Il faut aussi parler aux gens des alternatives à la vaccination.
et au traitement. Et ça n'est jamais dit. Donc, quand on voit que l'OMS elle-même reconnaît que ce qui est le plus efficace pour sauver un maximum d'années de vie en bonne santé, c'est les nutriments essentiels, on se dit vraiment, mais de qui se moque-t-on? Et donc, les gens n'ont pas conscience de toutes ces lois, du code de Nuremberg qui dit qu'on ne peut pas utiliser des produits expérimentaux sur les personnes sans leur consentement. Encore il y a quelques jours, je tombe sur une vidéo de la RTBF où la présentatrice Joanne Montet, qui fait sa propagande, dit aux gens « Non, il n'y a pas de Kobe. Il n'y a pas de Kobe, ce n'est pas expérimental, mais pour le vaccin Moderna, les essais cliniques ne seront pas terminés avant 2022 et pour Pfizer, 2023. Mais il n'y a pas de Kobe. » Donc voilà, là, les gens doivent un petit peu être un peu plus critiques, retourner voir Oui, les mais textes de loi. je pense que les gens n'ont pas envie de savoir, finalement. Ils ont toujours pensé, comme moi au départ, tu vois, moi j'ai aussi vacciné il y a longtemps mes enfants en me disant, ben voilà, il y a papa, maman qui veille, c'est la science, c'est le médecin de famille, je fais confiance. Tout comme je te donne un billet de 20 €, ben tu vas me le prendre parce que tu as confiance. Donc cette confiance, les gens, avec tout ce qui se passe maintenant, attends, ils perdent leur boulot, il y a une pression pas possible, etc. Donc tu as en plus dans les couples, dans les amis, ça explose, il y a des gens, enfin bon, les psychiatres débordent de gens qui pètent les plombs. Donc comment veux-tu qu'à un moment donné, les gens, ils vont se faire vacciner pour avoir la paix? C'est tout. Il y en a une grosse majorité où ça va être ça. C'est pour avoir voyager. oui, ça c'est toujours la truc. Ou, ouais, ou encore pire, je n'ai pas le choix. Ça, cette phrase est extraordinaire. Hier, j'étais encore à la police où, avec le masque et tout, je dis arrêtez un peu cette mascarade. Et bien, quand j'étais dans la pièce, ils m'ont dit oui, effectivement. Et j'ai dit vous avez été vacciné, on n'a pas eu le choix, mais on est bien d'accord avec vous. Donc, il y a un laisser-aller terrible. Et c'est ça le danger pour moi, c'est que les gens n'en peuvent plus, ils en ont marre. Pour retrouver la vie d'avant, on va se faire vacciner parce qu'on n'en peut plus. Les jeunes, c'est les premiers à se faire... Et ce que tu dis, effectivement, nous, on l'a constaté avec le huissier sur le campus de l'ULB. Quand on interrogeait les patients qui se sont fait vacciner, on a effectivement remarqué qu'il y a un espèce d'effet d'anticipation, de résignation. Donc, ils se disent, oui, voilà, je suis étudiant en kiné, de toute façon, on nous a dit que ça allait être obligatoire. Donc, ça ne l'est pas encore, mais on leur a dit que, et donc, ils se résignent. Et ça me fait penser aux expériences qu'on a faites sur les rats. On leur envoie des chocs électriques et à un moment donné, eh bien, ils ne savent plus se tirer de l'obstacle, même s'il n'y a plus les chocs électriques qui sont là, en fait. Ils auraient une possibilité dans la cage de s'échapper et de se soustraire aux chocs électriques, mais ils restent quand même à les subir parce qu'ils n'ont plus l'état cognitif pour pouvoir trouver une porte de sortie à la situation qu'ils vivent comme trop oppressante. Et je voudrais juste dire ceci, mais j'ai encore reçu aujourd'hui même un article de Partena qui indique bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a encore aucune obligation. Donc, tout ce qui est étudiant, travailleur, c'est illégal. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme recours par rapport à ça, comme c'est illégal? Tant que c'est illégal, moi, je pense qu'ils peuvent peut-être... ou bien aller voir un avocat en droit du travail ou un avocat généraliste pour rappeler à l'employeur ou à l'université qu'il n'y a pas d'obligation, que ce serait discriminatoire, que finalement c'est du harcèlement en fait. Donc c'est pas obligatoire, c'est du harcèlement. Hein. Harcèlement, abus de faiblesse dans les maisons de repos où on dit aux gens tu ne pourras pas aller manger avec... tes amis en bas si tu n'as pas eu le vaccin. On leur fait même chanter, ça c'est Muriel qui l'avait posté sur son mur, la Reine des Neiges, quoi. La Reine des Neiges pour vanter la vaccination. Donc, Muriel, parce qu'il y a Muriel H et Muriel D. Marie-Rose veut prendre la parole, je pense. Hein. Simplement dire que tout a démarré par une arnaque monumentale. On ne vaccine pas les gens. On leur donne une thérapie génique. Et je pense que si au départ, on avait employé les bons mots, si cet exercice de style avait été correct, je pense que les gens qui aujourd'hui ne veulent pas dans leur assiette des
des aliments génétiquement modifiés, ils ne se seraient pas laissés piquer. Le tout, c'est qu'au départ, c'est une arnaque monumentale. Ce n'est pas une vaccination qu'on subit, c'est une thérapie génique. Et voilà pourquoi la phase 3 est toujours en cours. Et voilà pourquoi je dirais que la propagande, elle est faite d'une manière absolument comme, c'est pas comme les carabiniers d'Offenbach, qui vont beaucoup plus vite que ceux-là. Ils dépassent les limites, les limites de l'entendement, les limites politiques, les limites sanitaires. Donc là, moi, je pense qu'il faut absolument que les gens sachent que ce n'est pas une vaccination, que leurs enfants ne vont pas subir une vaccination comme celle qu'ils ont subie précédemment. C'est une thérapie génique et on ne sait pas quels sont les effets. Et en tous les cas, pour les scientifiques qui ne passent pas à la télévision tous les jours et qui perdent leur boulot justement parce qu'ils essayent de dire à peu près la vérité, pour eux, ça va être dramatique. Pour eux, ça va être un transhumanisme. On va changer la nature humaine. Donc, est-ce que les gens auraient fait les mêmes démarches s'ils avaient été au courant? Je ne le pense pas. Donc, moi, je tape sur les politiques, moi, je tape sur les scientifiques qui mentent et malheureusement, j'aimerais que l'information arrive dans toutes les oreilles pour que les gens puissent se défendre. Voilà. On a rencontré un médecin, excuse-moi, juste par rapport à ça, un médecin qui disait, donc qui vaccinait avec Johnson & Johnson et qui disait que c'était un vaccin comme avant. Donc, qui était convaincu que le Johnson & Johnson était un vaccin, donc un médecin qui a terminé sa formation nous a dit que c'était un vaccin comme avant, alors que c'est également un organisme génétiquement modifié. La technologie est un peu différente, tout à fait. Mais c'est encore plus. Hein, on transforme donc l'ARN du SARS-CoV-2 en ADN, donc qui n'existe pas dans la nature. Un ADN de SARS-CoV-2, donc c'est totalement artificiel. Qu'on greffe sur un ADN d'adénovirus. Et donc, la médecin nous dit c'est la même chose que les autres vaccins. Mais, donc, il y a un manque de connaissances, mais cruel, même dans le corps médical. Mais moi, justement, je voudrais rappeler l'expérience que Muriel D avait fait lors du H1N1 qui était très intéressante. Tu peux peut-être en parler, Muriel, parce que tu avais interrogé, je ne sais plus combien, 50 médecins. Tu peux voilà, tout à fait. J'avais fait 50 médecins par téléphone que je connaissais plus ou moins, enfin, qui savaient qui j'étais aussi, etc. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes au courant de ce que contient le vaccin, les ingrédients? H1N1, c'était le H1N1. C'était H1N1. Et bien, sur les 50, devine combien m'a dit je ne sais pas. Alors, du coup, j'ai dit, mais alors voilà, je ne vois pas quel est l'intérêt de me faire vacciner, entre guillemets, par un médecin qui ne sait pas ce qu'il m'injecte. Tu as quand même eu un pharmacien qui t'a répondu que le squalène, l'adjuvant du vaccin, c'était une crème qu'on met sur les fesses de bébé. Donc, non mais, et alors, moi, je voudrais rebondir aussi sur ce que tu disais, Marie-Rose, effectivement, parce que par rapport aux mensonges, un point qui me semble très important à rappeler, c'est que je pense que c'était quelques jours avant le déclenchement de l'alerte pandémique 6, donc l'alerte pandémique maximale en 2009, l'OMS a modifié sa définition, ses critères de définition de la pandémie, puisqu'avant, il fallait un grand nombre de malades et un grand nombre de morts, et comme par hasard, ils ont gommé le grand nombre de morts et donc ils ont pu déclencher très facilement l'alerte maximale qui, il faut le savoir, est automatiquement reliée au lancement de la production mondiale des vaccins. Et donc l'OMS a été sous le feu d'une enquête du Conseil de l'Europe pour collusion avec Big Pharma, mais évidemment ça a été enterré et finalement ça a fini en queue de poisson, quoi. Ouais, pour ça, Astrid l'avait rappelé encore dans sa dernière vidéo. Magnifique. Et donc, par rapport à ça, Initiative citoyenne, pour le moment, met des choses en place. Il y a une action de mise en demeure. Oui, alors les actions, effectivement, que nous mettons en place sont vraiment aussi dans la filiation avec ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire que notre démarche, c'est une démarche d'investigation. Et une démarche où, comme le disait Marie-Rose, qui consiste à demander des comptes, puisque finalement,
ces parlementaires qui jurent fidélité au roi, aux lois, à la constitution du peuple belge, les piétinent de A à Z. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant. Et donc nous, ce qu'on a demandé à la ministre Désir, c'est à la fois de nous répondre, mais surtout de suspendre aussi la campagne de vaccination dans le cadre scolaire, tant que toutes les réponses n'ont pas été fournies aux jeunes, à leurs parents et au reste de la population finalement. Alors les questions que nous avons posées, c'est des questions qui touchent en fait à différents domaines. Évidemment, on lui a demandé des justifications épidémiologiques, puisqu'elle dit qu'il y a urgence à vacciner, alors qu'on voit bien que les enfants sont peu touchés, les jeunes encourent très peu de risques. Donc déjà là, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y aurait urgence à vacciner dans les écoles si les jeunes sont peu touchés? Donc là, on aimerait quand même des justifications. Alors aussi, on sait que toute une série de jeunes ont fait la maladie et ont déjà des anticorps. Or, la vaccination consiste à faire produire des anticorps. Donc pourquoi aller faire produire à tout prix des anticorps chez toute une série de jeunes qui en ont déjà? Donc là aussi, on a demandé des justifications par rapport à ça. On lui a aussi demandé si les lois seront respectées, la loi sur les droits du patient, parce que finalement, qu'est-ce que fait la ministre Désir? Elle nous dit que eh bien, le ministère, enfin la COCOM et ce ministère donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles va travailler avec des influenceurs pour, soi-disant, informer et sensibiliser les jeunes. Donc, ils viennent sensibiliser, puis ils reviennent quelques jours plus tard pour vacciner à la va-vite. Donc, effectivement, nous, dans ce contexte, on se dit, il y a quand même un problème. On sait, on a vu des articles de presse qui montrent qu'il y a toute une série d'experts, experts entre guillemets en conflit d'intérêts, qui viennent avec les influenceurs. Donc, là aussi, pas un mot sur les conflits d'intérêts. Donc, nous, on a posé des questions à la ministre en disant, est-ce que ça ne va pas être un bourrage de crâne ou un lavage de cerveau? Puisque même les officiels nous disent et nous avouent dans les médias qu'il faut faire un lavage de cerveau. Donc là, on veut des justifications et on a demandé à la ministre qu'elle nous communique sans attendre le contenu exact des informations, entre guillemets, qui communiquent aux jeunes et à leurs familles. Alors, ce qu'on lui a aussi demandé, c'est qui sera responsable pour les effets secondaires, qui va être responsable, parce que c'est une question qui préoccupe les gens. Nous, les patients qu'on a interrogés avec l'huissier, ils disaient ben non, on ne sait pas qui est responsable, on aimerait bien le savoir. Donc, j'imagine que les jeunes et les familles voudraient peut-être bien avoir cette information aussi, d'autant qu'après le H1N1, toute une série d'enfants et de jeunes ont été massacrés, à tel point que le commissaire européen à la santé parlait d'expériences terrifiantes chez les jeunes. Et on voit maintenant des articles de presse qui disent que 11 ans plus tard, les victimes du H1N1 n'ont toujours pas été indemnisées. Donc, la question de la responsabilité, elle est évidemment extrêmement importante parce qu'une fois qu'on a un jeune qui est victime, ça peut coûter parfois des milliers d'euros. Donc, c'est quand même pas une petite question. Alors, on a aussi posé des questions par rapport à l'aspect expérimental des vaccins, pour qu'elle nous dise bien quand les essais cliniques sont terminés, si selon elle le statut du vaccin est expérimental ou pas. Donc voilà un petit peu les genres de questions que nous avons posées et pour nous, tant que ces réponses ne sont pas apportées, tout doit être stoppé et y compris l'accompagnement, si je peux appeler ça comme ça, des écoles par rapport aux élèves à vacciner parce que pour nous, les directeurs ont un rôle et une responsabilité. Ils envoient des courriers culpabilisants aux parents en disant pour nous, la vaccination est essentielle. Et puis, dans un pays comme la Grande-Bretagne, là-bas, vous avez les officiels qui disent on n'atteindra jamais l'immunité collective avec le vaccin. Donc, c'est quand même inquiétant. Il reste un peu plus de 4 minutes apparemment pour terminer le truc, donc il faudra viser l'essentiel. Oui. Donc, soit on sort et on re-rentre. Mais moi, je pense que si on devait terminer là maintenant, moi, je pense que la question principale va vers les politiques en se posant la question de savoir pourquoi est-ce qu'au début de cette pandémie, la vaccination allait nous sauver. Une fois la vaccination mise en place, elle ne nous sauve pas parce que tout le monde continue à devoir faire les gestes barrières et porter des masques et se justifier partout. Donc, quel est le but politique de cette mascarade? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me taraude. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'y pensent même pas. Donc, il faudrait vraiment interroger quelqu'un qui est un politique connu et qui
et qui donne ses instructions, par exemple, à tous les ministres de la Santé, je dirais, en Belgique, on devrait pouvoir leur poser la question, quel est ce but? La corruption en Belgique est énorme. La corruption, la réponse est là. Sûrement, mais je veux dire... Imaginez que nos gouvernements veulent notre bien. Ils s'en foutent, ils s'en prennent plein les poches. C'est bon, le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend fou. Oui. Moi, je pense qu'ils obéissent. Moi, je pense qu'ils sont les bras armés de quelque chose ou de quelqu'un. Mais bon, voilà. Et ils n'assument pas. Ils n'assument pas, puisque Maggie De Block avait promis qu'elle allait nous répondre à notre courrier en disant ça prendra un peu de temps, nos questions sont techniques, elle n'a jamais répondu. Donc, mais pour rebondir sur ce que disait Marie-Rose, je pense qu'il faut peut-être évoquer au public la question de l'identité numérique, parce que ce pass sanitaire on nous présente comme inéluctable, on voit qu'Alexander De Croo dit pour la Belgique qu'il sera très temporaire, mais il y a quelques jours à peine, le ministre de l'économie et des finances en France a dit que ce serait très durable. Et dans le même temps, une firme transnationale comme Thales nous décrit un peu par le menu les différentes étapes auxquelles on va avoir droit. Il faut que les gens comprennent, à mon sens, que ce pass sanitaire, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début d'autre chose, c'est-à-dire l'ouverture d'une boîte de Pandore où ils veulent finalement changer le mode d'établissement de notre identité pour finalement que toutes nos données soient centralisées sur un cloud, sur une plateforme qui va centraliser nos données financières, nos données de santé, nos données dans tous les domaines. Et cette centralisation du pouvoir, ben c'est quoi? C'est un monde à la chinoise. C'est une dictature où on sera contrôlé de A à Z.